Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. J'espère que tant bien que mal vous avez passé un bon mardi. On va parler de diplomatie ce soir. Le titre qui va s'afficher. Merci Karim en régie. Algérie 2 points. Quelle stratégie possible avec la Russie, l'Occident? On aurait pu ajouter aussi la Chine ou encore les États-Unis d'Amérique. Donc pour l'Algérie, on va y revenir avec nos invités. Mais avant tout, bien évidemment, on en parle souvent, peut-être certainement encore demain soir ou cette semaine, malheureusement, les droits humains en Algérie. Sachez que le procès du journaliste militant de la Ligue algérienne des droits de l'homme, Hassan Bourras, se tiendra donc demain, le 30 novembre 2022, au niveau du tribunal criminel de Daï el-Baïda. Le journaliste est en détention provisoire, sachez-le, depuis le 12 septembre 2021, poursuivi toujours. Il n'est pas le seul sous l'article 87 bis du code pénal, donc le terrorisme, tout en lui exprimant notre solidarité inconditionnelle. Bien évidemment, on a une pensée pour tous les détenus ce soir, et c'est aussi aujourd'hui la journée mondiale des défenseuses. Oui, des défenseuses. Les femmes sont à l'honneur en cette journée mondiale des défenseuses des droits humains. Bien évidemment, on a une pensée et on rend hommage à toutes les femmes militantes qui se battent pour la défense des droits et des libertés des femmes, entre autres, et des droits humains en général et aussi en Algérie. Une solidarité avec toutes les détenues féminines d'opinion, les avocats qui travaillent énormément, les journalistes aussi qui, pour certaines malheureusement, sont intimidées, emprisonnées. Certaines continuent tout de même à essayer de résister. Bien évidemment, on pense aux militants, aux cadres et partis politiques de la société civile en Algérie qui tout de même tentent de tenir tête à l'arbitraire, et puis aux femmes de lettres, aux artistes, aux écrivaines. Elles sont nombreuses. Voilà, donc on s'associe dans le cadre de cette journée et on a une pensée pour elles, pour leur famille et leur solidarité. Vous pourrez retrouver notamment un échantillon de femmes sur le portrait de femmes, notamment sur les réseaux sociaux de Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui lui malheureusement a dû s'exiler en Belgique pour des raisons de sécurité. On parle donc de diplomatie ce soir avec nos invités. Il y a quelques semaines, donc à la mi-novembre, des médias étrangers, des médias français ont annoncé, notamment l'agence russe Sputnik avait donc annoncé la tenue d'exercices militaires terrestres entre les armées russes et algériennes. Là, je vous le disais, l'information avait été notamment rapportée par le site internet de l'agence Sputnik russe, mais aujourd'hui il y a un démenti. On va écouter dans quelques instants l'ENTV qui dément totalement notamment ces manœuvres. Elles n'ont pas eu lieu. Peut-on parler de report ou d'annulation? On va y revenir avec nos invités. Le ministère de la Défense donc nationale a réagi donc hier, démentant la tenue des exercices. C'est la télévision publique, on l'écoutera tout à l'heure. Sachez que l'Algérie est l'un des plus importants partenaires de la Russie maintenant depuis plusieurs années, notamment dans l'armement. On va essayer donc de comprendre un peu les relations entre ces deux pays, où se positionne l'Algérie. Deux pays qui envisagent tout de même de développer davantage leur coopération. Un sujet, un renouvellement qui sera notamment peut-être évoqué puisque son homologue, donc Vladimir Poutine, le président russe, a invité le président algérien Abdelmadjid Tebboune à se rendre en Russie dans les prochaines semaines. Plusieurs questions qui se posent, je vous le disais, donc dans le cadre de ces manœuvres militaires qui devaient donc avoir lieu. Peut-on parler de report ou d'annulation? La diplomatie en Algérie, on essaiera aussi de la définir. Une diplomatie aussi avec les autres pays. Où se situe Alger avec la Russie, je le disais, l'Occident, la Chine, les États-Unis, avec l'OTAN aussi, notamment dans le cadre de cette période de crise géostratégique avec le conflit donc entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que l'Algérie, le pouvoir algérien a-t-il aujourd'hui réellement une force en lui pour réellement se positionner? C'est une question qui se pose notamment. On parlera peut-être de neutralité ou de faiblesse, d'intelligence ou de stratégie.
stratégie diplomatique. Et puis on sait combien la diplomatie est très très importante, notamment au sein des nations. Bien, on essaiera de comprendre est-ce qu'aujourd'hui Alger navigue à vue. Et puis pourquoi, je vous le disais, mi-novembre, plusieurs presses internationales, l'agence Sputnik ou encore la presse israélite, on va l'écouter dans quelques instants, avait affirmé ces manœuvres qui devraient donc avoir lieu. Il n'y a eu aucun démenti à l'époque, puisque ce sont des manœuvres qui devaient se tenir notamment entre le 15 et le 28 novembre. Le ministre de la Défense n'a pas démenti, encore moins le palais El Mourdia ou encore moins l'agence Presse Service, l'agence officielle donc de la présidence de la République n'a en aucun cas démenti, mais aujourd'hui elle se réveille. On va essayer de comprendre pourquoi. Avec nous via Skype, Alger, Badreddine Guerfa, cadre du FIS. Bonsoir, cher Badreddine Guerfa. Et vous êtes père, votre fils est en détention. On va en parler dans quelques instants tout de même. Bonsoir. Salam alaikum. Salam à votre invité, à tous les téléspectateurs qui suivent l'émission. Merci pour l'invitation encore une fois. C'est moi qui vous remercie, cher Badreddine Guerfa. Avec nous, Siad El Djebar au Canada. Bonsoir, Del Djebar. Bienvenue, observateur politique. Merci beaucoup, Chabad, pour l'invitation. Bienvenue à vos invités. Bonjour à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Soutien inconditionnel, fond du cœur, avec tous nos otages politiques injustement incarcérés dans les geôles de la dictature. Mais merci d'être avec nous. Si Badreddine Guerfa, même si c'est pas la thématique ce soir, mais on pourrait en faire un lien puisqu'on connaît aujourd'hui les relations, les va-et-vient qu'il y a entre tous ces États, aussi bien dans le cadre de ce sommet d'Alger, mais aussi tous ces États occidentaux, ces membres européens qui se sont dirigés vers Alger. On n'y revient pas, ou encore les États-Unis très peu ont évoqué les droits humains, ce 87 bis aussi, hein, où le terrorisme est utilisé à tout va en Algérie. Peut-être une réaction, notamment comment va votre fils? Je crois que c'est une semaine importante encore pour lui, puisqu'il sera en procès cette semaine. La bonne question aurait été comment va l'Algérie, parce que mon fils, Zakaria El Moukad, c'est un jeune homme, comme tous les jeunes Algériens, plutôt comme tous les Algériens, qui n'ont absolument plus aucun droit, il n'y a plus de vie en Algérie. Donc Zakaria El Moukad est parmi ces jeunes-là, parmi ces Algériens qui souffrent en Algérie ou même ailleurs. Ils souffrent, ceux qui sont ailleurs ou ceux qui sont à l'étranger, ils sont en train de souffrir quand ils voient leur pays sombrer dans d'une façon, c'est du jamais vu. Bon, Zakaria El Moukad ala kulli hal, disons qu'il se porte bien, parce que c'est un militant déjà de longue date. C'est un jeune homme, mais c'est déjà un militant de longue date. Il est à Al-Harrach, bien sûr, ils lui ont collé à peu près 6 affaires. Chaque fois une affaire. Hier, il est passé à Taraf par Skype. Le 30, il passe à Ruizo, dans la serre, fait un TSNF. Le 30 aussi, il a Adrien, il a une affaire à Naba. Bon, il a 5-6 affaires. Et je crois que beaucoup de jeunes militants, ils sont en train de les harceler d'une façon incroyable, en espérant que un certain nombre d'entre eux quittent ce chemin à le militantisme, mais d'après ce que je vois, d'après ce que je vis, d'après mes relations avec cette jeunesse, je crois que les carottes sont cuites. Et ces jeunes-là, ils ne sont pas prêts à laisser le pays sombrer. Donc, Zakaria, c'est mon fils, comme ces millions de jeunes qui sont nos fils. Ces jeunes militants, chaque fois, ils sont en prison. C'est nos enfants tous. Nous souffrons, nous sommes heureux, mais le grand bonheur, c'est quand cette Algérie retrouvera son élan, et cette Algérie où être libre, où le peuple est libre, في أفكاره, في تجارته, في اقتصاده في الجامعة تاعو. يومها nous serons vraiment heureux et nous quitterons cette vie à notre âge, moi et notre ami Adel que je salue. Notre âge, nous n'aspirons absolument à rien du tout, sauf à voir notre pays fleurir de nouveau, باش يعيشوا هاد les jeunes ويتركوا البوطي ويتركوا البحر باش يموتوا، باش يعيشوا في بلادهم، يبنيوا بلادهم، يدرسوا في الجامعات في بلادهم. Les universités sont des fleurons de la technologie et du savoir.
et le Bled, je crois qu'ils sont capables, ils sont vraiment capables de donner un coup de fouet à ce qui se passe au Jazair. À cette occasion, bien entendu, les droits humains, j'ai une pensée pour tous ces disparus, ces familles de disparus. J'ai une pensée pour tous ces gens, les jeunes en 93-94 qui sont toujours en prison. Il y a dernièrement ces jeunes-là, ni terrorisme, ni slah, ni walou, c'était des militants, c'était des sympathisants d'un parti qui a été plébiscité par le peuple, le fils. J'ai une pensée aussi pour les femmes. Fatiha Daoudi, qui a 65 ans, qui est de Annaba, qui est connue, qui est en train de souffrir une pensée pour toutes ces femmes, les l'Habas, et pensée pour tout ce peuple algérien. Merci. Merci Badreddine Galfa, il était important. Alors on entend votre humilité, mais comme vous le dites, hein, votre fils représente bien évidemment toute cette jeunesse, ces hommes et ces femmes qui continuent, qui militent et qui souhaitent avec leur combat. Peut-être que tout le monde ne suit pas ce combat-là, même s'ils sont des millions en Algérie à tenter d'espérer vivre dignement et avoir un changement de système. La thématique ce soir, on parle de diplomatie. On va écouter ici, donc pour commencer, la chaîne I24, chaîne israélite, donc qui revient et qui affirme, comme d'autres presses, hein, que vous allez voir défiler notamment en loupe sur les images qui vont défiler, que déjà depuis le 15 novembre étaient annoncées ces manœuvres militaires. On écoute et on reviendra juste derrière, et cette fois-ci on écoutera l'ENTV qui depuis donc 24 heures via le ministre de la Défense dément totalement ces manœuvres militaires entre l'Algérie et la Russie à la frontière marocaine. C'est un degré de coopération militaire jamais atteint auparavant entre Alger et Moscou. Pour la première fois, l'Algérie accueille sur son territoire un exercice conjoint avec la Russie. Baptisé Bouclier du désert 2022, l'opération doit se terminer le 28 novembre prochain. Objectif, la lutte contre le terrorisme par la mise en pratique des tactiques antiterroristes des deux armées dans des environnements désertiques. Au total, près de 200 soldats des forces antiterroristes russes et algériennes participent à cet exercice qui se tient dans la région de Béchar, à une 50aine de kilomètres de la frontière marocaine. Voilà pour donc les confrères I24. On va écouter ici l'ENTV qui donc dément totalement ces manœuvres militaires à la frontière marocaine entre l'Algérie et la Russie. تناولت وسائل إعلام دولية مؤخرا معلومات مفادها تنظيم تمرين تكتيكي مشترك جزائري روسي في مكافحة الإرهاب للقوات البرية في جنوب البلاد. في هذا الصدد فإن وزارة الدفاع الوطني توضح أن هذا التمرين العسكري المشترك الذي كان مبرمجا ضمن نشاطات التعاون مع الجيش الروسي في إطار مكافحة الإرهاب لم يتم إجراؤه، وتؤكد أن جميع التمارين المشتركة مع الجانب الروسي أو أي شريك آخر يتم الإعلان عنها من خلال البيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الدفاع الوطنية. Voilà, et tout à l'heure on écoutera le président russe qui parle de relations très étroites, qui soutient le pouvoir algérien, et puis à l'inverse aussi on écoutera le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune qui lui aussi, pour lui, il est fidèle en amitié, il est très proche et il soutient totalement la Russie. Adel Djebar, observateur politique, peut-être d'abord pour commencer en 2-3 minutes, comment on pourrait qualifier aujourd'hui la diplomatie algérienne? Il y a cette période où elle doit se situer dans un rôle un peu particulier. Elle est aussi une force d'abord de géostratégie sur son positionnement, notamment sur cette région du Sahel. Il y a aussi cette force et cette puissance en termes d'hydrocarbures, notamment où l'Occident a besoin notamment entre autres de gaz et d'électricité. Mais d'un point de vue général, comment vous la voyez cette diplomatie algérienne? Elle est stratégique, elle est construite, elle est cohérente, elle est intelligente? Je vais vous donner comment une citation pour remettre les choses en place.
Dans le club des Hachichins, Baudelaire disait, plus haut qu'on soit assis, on est toujours assis sans derrière. Donc il ne faut pas pérorer, donner une dimension à ce pouvoir-là qui n'a pas, parce qu'il n'a pas les instruments, il n'a pas la stratégie, il n'a pas des moyens de sa politique. Géographiquement, l'Algérie est un pays extrêmement important. D'un point de vue géopolitique, oui, mais du point de vue stratégique, l'Algérie ne représente rien, c'est epsilon. Tant sur le plan politique, sur le plan de l'influence diplomatique, sur le plan militaire, etc. Cette chaîne israélienne I-24 et la chaîne algérienne sont pour moi à l'identique. Elles sont dans la propagande. Elles sont dans la propagande toutes les deux. On a vu le communiqué de la PS algérienne qui faisait état de tous les succès engrangés par 3 ans de communisme. J'avais l'impression qu'il parlait de la Finlande, qui est classé au premier pays en termes de bonheur où il fait bon vivre. Donc, quand je lisais le communiqué de la PS, je me suis dit, le mieux c'est de rentrer immédiatement en Algérie. Puisque l'Algérie, aujourd'hui, sous Koulboul, a apparemment décollé, a quitté le système solaire. Il n'y a pas de diplomatie avec ce qui c'est la diplomatie de nationalisme, c'est la diplomatie de c'est la diplomatie de Rayet. On est en business avec tout notre environnement. Avec la Tunisie, ça n'a pas, avec le Maroc, ça ne marche pas, avec la Mauritanie, mais on a tout de même l'impression que c'est vrai que parfois il y a des va-et-vient. On va pas revenir sur le jeu du chat et de la souris entre la France et l'Algérie sur cette dernière année, mais on a l'impression tout de même que cette Algérie, l'Algérie, le pouvoir algérien est très convoité. Il y a quand même les États-Unis qui s'y rendent, qui y vont. Il y a le chef d'état-major qui reçoit. Il y a tout un certain nombre d'États qui se rendent à Alger, notamment. C'est quoi? C'est dans leur intérêt, c'est aussi dans l'intérêt de l'Algérie. Comment vous pourriez aussi analyser ce contenu qui est tout de même qui est tout de même factuel, qui est présent? Dans les relations internationales, retenez 2 points fondamentaux. Il n'y a que les intérêts et la force qui prévaut. Les intérêts, l'Algérie n'a absolument aucun intérêt avec les puissances étrangères. Ces puissances étrangères ont des intérêts en Algérie. L'Algérie est un pays, c'est un scandale géologique, elle est immensément riche en sous-sol, en produits, en ressources minérales, etc. Donc les gens viennent se positionner. N'a-t-on pas vu que de Gaulle offrir de l'argent, avoir l'amitié de l'Italie, de la Turquie et des autres pays? Ces gens-là manquent terriblement de légitimité. Donc ils essaient de se trouver une légitimité ailleurs pour refroidir les ardeurs de se voir illégitimes militaires. La Russie n'a jamais signé des accords de défense avec l'Algérie. Il n'existe pas. Elle a, au contraire, elle n'a pas signé avec l'Ukraine. Elle a des accords de défense avec des pays comme le Pakistan, qui apparemment seraient d'obédience occidentale. Donc l'Algérie est un client qui a le chéquier en main, qui a un stylo en main, qui signe l'échec. Il n'y a pas aujourd'hui un pays au monde qui commande 17 milliards de dollars de quincaillerie. On a vu comment se comporte l'armée russe dans cette guerre ukrainienne, les déboires qu'elle a connus, la qualité de ses armements, etc. 17 milliards, ça tombe bien diable. Donc Poutine recevra un client, pas plus. Sinon, stratégiquement, l'Algérie ne progresserait rien. Mais non, cette histoire de soldats russes. On va y revenir, on y revient dans un instant. On y revient justement dans un instant. On essaie juste, notamment pour les personnes qui nous regardent et qui ne sont pas spécialisées et qui découvrent aussi l'Algérie sous un autre angle, on essaie aussi de comprendre un peu la position de l'Algérie, notamment dans le cadre de sa diplomatie. Badreddine Galfa, même question, la diplomatie algérienne, comment vous la définissez aujourd'hui? Comment vous la voyez? Elle est stratégique, elle est construite, elle est cohérente, rationnelle, elle est aussi dirigée dans un modèle politique qui est travaillé en amont, où elle navigue un peu à vue et elle ne sait pas trop où elle va? Pour parler de diplomatie, il faut d'abord avoir un État.
et avoir un gouvernement légitime et avoir des institutions légitimes avec une force économique, une force le savoir, une force le une force partout pour pouvoir s'exprimer, avoir des relations diplomatiques et peut-être certaines fois imposer ses vues au point de vue diplomatique avec d'autres partenaires ou d'autres États. L'Algérie, où est cet État? On est en train de le chercher, on ne l'a pas trouvé. Donc, à mon avis, cette diplomatie, c'est la diplomatie du maintien du pouvoir. La aksar wa la aqal. Vous allez me dire, on voit défiler des Américains, des Russes, des Français, bien entendu. Ils vont défiler et ils défileront. Parce qu'ils ont leurs intérêts, des intérêts, oui, stratégiques, des intérêts géopolitiques, des intérêts économiques, des intérêts culturels. Tous ces intérêts-là, bien sûr, ils les défendent fortement. Souvenez-vous, si Chaban, le mouvement populaire algérien, la rébellion du peuple algérien pacifique 2019, eh ben, les médias occidentaux n'en parlaient presque pas. Et s'il y a 2 chats ou 3 chats qui bougent quelque part dans le monde, c'est tous les médias qui en parlent. Donc c'est comme il y a un accord tacite entre tous ces pays-là, tous ces États-là, pour se taire, pour laisser ce pouvoir tranquille, puisqu'il sert leurs intérêts. Donc, quand on parle de diplomatie, moi je vais vous donner un exemple tout simple. S'il y a une famille, un père, une mère et des enfants, une famille, le père فاسد, فاسدة, الخماش في بيتهم, العراك, السرقة, l'alcoolisme, la drogue, est-ce qu'il y aura des voisins qui vont les respecter? Absolument pas. Donc comment veut-on que ce pays-là soit respecté par les autres? Est-ce que l'Algérie, c'est ce qui se passe en Libye par exemple, la Turquie, elle est là. Elle est là, elle a sa main في Libye. Donc elle a sa main في Syria. Parce que la Turquie est un État fort, une économie forte qui m'a négocié. C'est العالم أنا نسميه عالم تاع الوحوش. عالم il faut être fort. Souvenez-vous du journaliste saoudien qui a été assassiné en Turquie. Eh bien, كل الناس تقول c'est l'Arabie Saoudite, donc c'est les officiels de l'Arabie Saoudite qui ont fait ça. Eh bien, Trump, intouchable, l'émir, le vice-sultan Walid Salman. Donc, c'est clair, nous sommes dans il n'y aura pas de diplomatie. الجزائر ما تكونش عندها كلمتها في العالم إلا ce peuple a construit un État véritable et un gouvernement légitime, avec des partis, avec des institutions légitimes, face à un État de droit, avec la liberté de la parole, la liberté de la pensée, la liberté économique, etc. Donc, on a de la quête à la diplomatie, même le terrorisme. Est-ce qu'il y a une définition du terrorisme? Souvenez-vous, quand les Afghans combattaient les Soviétiques, c'était des moudjahidines, partout. Quand ils ont combattu les États-Unis, ils sont devenus des terroristes. Maintenant, Taliban qui devient américain, ils deviennent fréquentables. Ils ont un gouvernement. Donc, c'est pas Maïch Safia, c'est à nous. Je reviens à vous Badreddine. Parler de diplomatie. Je reviens à vous dans un instant. On va écouter ici Vladimir Poutine, le président russe, justement parler d'un soutien au peuple, au soutien au pouvoir algérien, un pouvoir en place. Voilà, travailler vraiment sur une stratégie bien précise et des relations très fortes, dit-il. On l'écoute et juste derrière, on écoutera le président algérien qui lui aussi d'ailleurs vante son amitié au président russe. أيضا علاقة
قوية ممتدة ما بين روسيا والجزائر، ودعونا الرئيس الجزائري لزيارة روسيا، فهي إحدى الدول الرائدة في التبادل الاقتصادي والتجاري مع روسيا من شمال أفريقيا. وهناك علاقة قوية أخرى تربطنا بهم، وروسيا تدعم السياسة التي تنتهجها الحكومة الجزائرية على المستويين الإقليمي والدولي، ونعمل على تعزيز استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلاقات الصداقة التي تربطنا بمصر. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Nous sommes très contents de cette visite. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. En tant que pays ami, très lié. Parce qu'il n'y a pas que les événements actuels de l'Ukraine, il y a aussi nos relations. Мы будем говорить о наших отношениях, кроме о вопросе Украины. Nous sommes un pays très fidèle à l'amitié. Voilà, on a écouté ici donc les deux présidents. Va venir nous rejoindre dans un instant donc Habib Souadia, écrivain et ancien officier de l'ANP. Alors, est-ce que Adel Djebar est avec nous? Adel Djebar, une question pour vous. D'abord, on rappelle que 17 députés européens, vous l'avez vu notamment sur ces slides qui défilent, donc appellent à sanctionner l'Algérie, notamment en fonction de ses relations avec l'Algérie. Voilà ce que disent les 17 députés européens, motif qu'elle apporterait, je cite, un soutien politique, logistique et financier à la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Adel Djebar, est-ce que l'Algérie est-elle en position de faiblesse? Est-ce que réellement elle peut se positionner aujourd'hui? Est-ce que, si on oublie, on n'oublie pas, mais si on fait abstraction un peu des analyses que vous venez d'évoquer au niveau de la diplomatie et de ce qu'elle en est aujourd'hui en Algérie, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, est-ce que l'Algérie est plutôt une faiblesse ou plutôt en position de force pour pouvoir un peu essayer de trouver le bon comportement? Parce que la Russie, on sait très bien, c'est l'armement depuis plusieurs années. C'est aussi un pays, c'est le plus grand pays du monde avec une économie, une surface importante. Et puis à la fois, il y a tout de même cette relation avec l'Occident en cette période. Et puis il y a aussi la Chine et les États-Unis. Une dictature ne peut supporter, appuyer et se solidariser qu'avec une autre. Si M. Vladimir Poutine évoque les relations stratégiques avec l'Algérie, dans tous les pays du monde, dans ce monde dans lequel nous vivons actuellement, les meilleures coopérations, ce sont les coopérations économiques. Quel est le niveau d'investissement en millions ou en milliards de dollars qu'a fait la Russie en Algérie? Ils n'ont pas fourgué sa ferraille à une armée qui est une armée diamante. Il ne faut pas vous, comment dirais-je, vous tromper pour vous dire il ne faut pas croire la rhétorique de Sharia. L'armée algérienne est à l'image de la société algérienne. Elle est aussi désorganisée, aussi sous-développée, aussi malnutrie que la population algérienne, une immense majorité de la population algérienne. Maintenant, s'il se positionne sur Moscou, c'est encore le choix militariste de ceux qui conduisent les affaires de ce pays. La Russie, moi je n'ai rien contre la Russie, mais je fais un rappel historique pour dire que cet empire-là, il s'est disloqué en 89, n'a pas fait sa mue. Il ne propose absolument aucun modèle de développement au pays qui faisait partie de l'ex-RSS. Aujourd'hui, tous les ex-pays du RSS sont pratiquement contre la politique russe de Vladimir Poutine. Donc, la position de l'Algérie, que représente-t-elle? Quel poids va-t-elle peser sur ces trucs-là? Au lieu de voir nos intérêts, au lieu de nous positionner au moins vers une neutralité positive, nous sommes en train de prendre le risque de nous positionner sur un agresseur,
quelqu'un qui est parti violer les frontières du pays, je ne veux pas parler des causes qui ont engendré cette guerre-là. Mais est-ce que le président algérien a les moyens de se positionner aujourd'hui? On sait combien l'OTAN, l'Occident soutiennent l'Ukraine. On ne va pas revenir sur ce conflit qui date maintenant depuis le 24 février 2022. Est-ce que le président algérien peut réellement se positionner? Est-ce qu'il a les armes au sens figuré du terme? Parce que si demain on peut imaginer, on le souhaite, que cette crise géostratégique elle s'apaise, est-ce qu'il pourrait pas perdre toute cette relation, cette confiance qu'il a bâtie aussi, que l'Algérie bâtit, est en place notamment avec les autres pays que la Russie, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la Russie, pour aller un peu vite, est très appréciée aussi, est très soutenue, pardon. Paul a dit une phrase très importante tout à l'heure. Il a dit nous sommes très forts et très fidèles en amitié. Il n'y a pas d'amitié dans les relations internationales. Il n'y a que des intérêts. Il est à la recherche d'un ami. Il a trouvé un frère, le président italien, un demi-frère, le prince de je ne sais pas, Ben Salman, son fils. Donc c'est un gars qui manque d'affection, qui manque d'amour, qui manque d'amitié. Il n'y a pas d'amitié là-dedans. Je vais répondre à votre question très vite. Rappelez-vous comment l'ex-président de l'Algérie par intérim, Feu Saleh, est parti s'agenouiller devant Poutine. Moi, j'ai jamais vu des dirigeants d'un pays aller trouver la légitimité auprès de puissances étrangères pour se mettre contre leur peuple. Tant et aussi longtemps que ce peuple-là, notre peuple n'a pas retrouvé sa légitimité, sa liberté de prendre main son destin, Kitboul et compagnie peuvent faire ce qu'ils veulent. Pour nous, c'est des illégaux, des clandestins, des illégitimes qui n'ont absolument aucune crédibilité à nos yeux, un premier franc. Dans un pays, dans n'importe quel pays, y compris chez les pygmées, ils commencent par le franc intérieur. Je reviens à vous. Qui soit mobilisé pour défendre son pays. Je reviens à vous, Adel Djebal. Je reviens à vous, restez avec nous. Alors, est-ce que Habib Swadia est avec nous? Pas encore, donc on va essayer de joindre Habib Swadia. Même question, Badreddine Guelfa. Je le disais tout à l'heure, on est aujourd'hui effectivement dans une période où l'Algérie a tout de même des forces, en termes d'hydrocarbures, mais en termes aussi de géostratégie, de position aussi géographique. Mais demain, si on pourrait imaginer, on le souhaite, qu'il y ait un apaisement, que cette crise entre notamment l'Ukraine et entre la Russie et l'Ukraine s'apaise. Comment pourrait se retrouver le président algérien demain, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui il a réellement une force pour vraiment se positionner? Est-ce qu'il a les moyens ou il ne sait pas trop où aller? Vous parlez d'hydrocarbures, de gaz, de position stratégique, géographique, etc. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de moyens et qui ne sait pas s'en servir. C'est là, caricaturellement, comment ça se passe, Fiblen. C'est vrai, on a tous ces moyens, mais l'illégitimité ne leur permet pas et ne leur permettra pas d'utiliser ces moyens. Dans le temps, il y avait les non-alignés, bon, il y avait le temps de l'autre côté. Mais maintenant, nous sommes dans un autre monde et l'Algérie, elle est sur une corde raide à cause justement de ceux qui gouvernent l'Algérie du haut. Je pense que le danger del Bled, il est vraiment réel parce que si l'Occident redoit, à mon avis, si l'Occident, ça c'est très possible, si l'Occident arrive à ses desseins, à ses buts, dans le changement des relations internationales, surtout après la guerre à l'Ukraine, je crois que les dividendes vont être chers. Ce que je pense, parce que le Jazair, qu'il a été retrouvé. يجيك تاع الامريكان يعطيك كف، يجيك تاع الروس يعطيك كف، يجيك تاع فرنسا يعطيك 3 كفوف.
Et c'est comme ça. Donc, nous sommes toujours في place واحدة. أنا نقول كلمة du temps du colonel Boumediene. Je pense qu'on soit d'accord avec lui ou pas d'accord, mais il avait au moins un bon projet, un mauvais projet, c'est à discuter, mais ils n'ont absolument rien du tout. ما عندهم والو، ما عندهم حتى مشروع يقدموه للجزائر. Comment voulez-vous باش يكون للجزائر عندها دور على مستوى العلاقات الدولية؟ C'est impossible. Voilà ce que j'ai à dire. Merci Badreddine Guelfa. On va recevoir Habib Souadia dans quelques instants. On essaye de le joindre. Adel Djebal, je reviens à vous. Pourquoi, selon vous, si on essaye un peu de pousser un peu les choses, alors encore une fois, vraiment toujours sans spéculer, mais pourquoi un pays comme l'Algérie, avec toutes ses richesses qui, je le rappelle aujourd'hui, est dépendante? C'est pour ça que je posais la question aujourd'hui de faiblesse ou de force. C'est tout de même un pays qui dépend notamment. D'ailleurs, le FMI a mis en garde dernièrement le pouvoir algérien. C'est un pays qui dépend énormément de ses hydrocarbures, notamment pour son économie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Algérie n'est pas, à vous entendre en tout cas, ne soit pas réellement en position de force, et que un certain nombre de pays du monde ne soient pas à genoux en lui disant on a besoin de vous réellement. Ce n'est pas spécialement que dans notre intérêt. Qu'est-ce qui fait cet échec, si on peut employer ce mot? Je vais poser juste, vous êtes journaliste, vous me questionnez, je vous réponds par une question. Qu'est-ce que nous représentons dans la division internationale du travail? Rien. L'Algérie ne produit rien. Elle est monoproductrice, mono-exportatrice. S'il n'y avait pas ce grattage du sous-sol pour nous donner une énergie fossile qui n'est pas renouvelable, le lendemain, il y aura des millions de morts. L'Algérie ne produit même pas ce qu'elle mange. 75% de ce que nous mangeons proviennent des ports. 90% est financé par la rente pétrolière. Donc, c'est ça la véritable question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que nous représentons dans l'échiquier mondial? Rien. Nous sommes epsilon. Des pays qui, hier, ne pesaient strictement rien sur le plan économique, sur le plan politique. Aujourd'hui, sont des leaders. Ils fabriquent des opinions. On est en train de vivre un événement mondial, la Coupe du Monde. Prenez Qatar, 11 000 km², c'était une dune de sable en 1971. Le jeune émir du Qatar qui a 39 ou 40 ans a dit à son père, tu as un regard complètement décalé par rapport à la modernité. Il l'a envoyé à la retraite, il a pris son pays, ce jeune a une gouvernance, un management de gens modernes. Il voit la gouvernance comme gouverner une entreprise, faire des profits. Ce monsieur-là a une ambition, il a une vision, il n'a pas du blabla. On a Kedeboul, il a dit ce qui est une véritable catastrophe pour un pays comme l'Algérie, un continent, une terre arrosée du sang des martyrs, qui aurait eu le mérite d'avoir un Mandela ou un Aït Ahmed à sa tête. On a quelqu'un qui ne pèse strictement rien. Donc il ne faut pas nous donner de l'importance. Nous sommes un ensemble vide, comme dans la géométrie, dans l'espace. Nous sommes un grand cercle, mais avec un grand vide. Tant que nous ne produisons pas ce que nous mangeons, tant que nous ne fabriquons pas nos armes, aujourd'hui cette armée qui bouffe 17 milliards de dollars en armement et en quincaillerie, elle est là pour consolider, pour renforcer, pour développer les industries militaires des autres pays. A-t-on investi un sou pour fabriquer une cartouche? L'Iran, qui est sous embargo depuis 40 ans, et il est autosuffisant en armement. Il développe ses fusils, il développe ses drones, il développe ce qu'il veut. Nous, ils n'ont jamais investi. Nous avons affaire à des flibustiers, des bandits. Regardez le nombre de généraux qui sont en prison. Et vous allez vous répondre à vous-même. Et les Algériens le savent. Et ils savent que cette armée comprador, incompétente et sauvage, ne pourra absolument pas développer le pays. Nous avons besoin
d'un État civil où la souveraineté appartient au peuple. Ce n'est pas Nukhba qui manque en Algérie, ce n'est pas les experts, les cerveaux qui manquent en Algérie. L'Algérie a produit des bataillons de cadres. Aujourd'hui, ces cadres sont marginalisés, ils sont soit en exil extérieur ou en exil intérieur. Donc que l'armée rentre dans ces casernes, qu'elle transfère le pouvoir au peuple algérien qui prend son destin en main. Sinon, moi je ne crois en aucune autre solution, même pas un partage du pouvoir avec eux, parce qu'ils ont des visions qui sont complètement décalées. Le monde est en train d'avancer, eux ils conduisent en continuant avec leur... à regarder dans le rétroviseur et à nous sortir des méthodes tyranniques qui ont prévalu dans les années 40 avec Staline, etc. Ça ne marche pas comme ça. Le monde a changé, sauf ces gens-là. Ils n'ont pas pu intellectualiser le changement. Ils continuent encore dans leur comportement animalier et sauvage. Et c'est pourquoi l'Algérie est à la traîne. Faute d'hydrocarbures, l'Algérie cessera d'exister. Merci. Restez avec nous. Je vais essayer de vous retrouver avant la fin de l'émission. Il nous reste 11 minutes à peine d'émission. Alors, est-ce que nous avons réussi à joindre peut-être par téléphone Habib Swadia ? Oui, très bien. Habib Swadia, bonsoir. Merci de nous rejoindre, écrivain, ex-officier de l'ANP. Il nous reste quelques minutes, mais c'est bien que vous soyez là. D'abord, peut-être une réaction. Il était question qu'à partir du 17 novembre, du 15 novembre, il y ait ces manœuvres militaires à la frontière russe, quand on connaît aussi la complexité qu'il y a entre les relations entre le pouvoir marocain et le Maroc. Apparemment, donc on parle d'un report ou d'une annulation. Et fut une époque, la presse, le ministère de la Défense n'a pas réagi du tout, n'a pas démenti. Or, depuis hier, le MND, donc le ministère de la Défense, dément. Déjà, vous faire réagir là-dessus. Je ne sais pas qui a raison et qui a tort dans cette histoire, mais je pense que les relations algériennes entre l'armée algérienne et russe sont, je pense, plus profondes que ça, et c'est stratégique et de confiance entre les deux parties. Bon, maintenant, je ne sais pas ce qui est nouveau dans cette histoire. De toute façon, ça a été toujours une relation bilatérale excellente entre les deux parties. Maintenant, s'il y a peut-être une intervention externe aux Russes ou aux Algériens, ou de la part des Russes qui ont annulé, peut-être on va le savoir dans les prochains jours. Comment vous pourriez aujourd'hui parler de la position, justement? Est-ce qu'elle est stratégique, cette position de l'Algérie? Je le disais tout à l'heure, je réitère un peu la question en termes de géostratégie, mais en termes aussi de force, en termes d'hydrocarbures, notamment pour l'Occident. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie, le pouvoir algérien est en force, notamment, ou en faiblesse vis-à-vis de son positionnement avec la Russie dans ce contexte de crise? Je pense que les Russes, sur la question militaire, je ne parle pas de politique étrangère ou autre chose, je parle de la question militaire. Je pense que ça a été toujours des très bonnes relations depuis l'indépendance de l'Algérie avec la Russie. Ça a été toujours des excellentes relations. 90% de l'armement algérien, il est russe, tout le monde le sait ça. Tous les officiers, pratiquement officiers, sous-officiers, font des stages souvent en Russie. Et je pense que depuis l'Union soviétique jusqu'à l'heure actuelle, les relations vont toujours continuer. D'ailleurs, on voit avec le budget de l'État récemment qui a été alloué à la défense en Algérie, je pense que les Russes en profitent de cette manne de gaz pétrolière algérienne pour acheter et vendre plus d'armes à l'armée algérienne. Je pense que ça a été toujours ainsi entre les deux parties. Sur la question politique, je ne peux rien vous dire, à part que peut-être ce sont des alliés, mais je ne sais pas si l'Algérie est alliée avec les Russes ou avec les États-Unis, mais
indépendants par rapport à ça. Mais vous connaissez bien ce pays, vous écrivez, vous êtes ex-officier. Est-ce que dans les hauteurs du pouvoir algérien, notamment autour de ces questions, autour du ministère des Affaires étrangères, de la Défense, est-ce qu'aujourd'hui, dans cette période, est-ce qu'il y a réellement une stratégie en disant attention, la Russie, elle est importante parce qu'il y a l'armement, il faut la préserver, mais attention à ce que peut-être si demain, je le disais tout à l'heure, il n'y ait pas un retour à l'apaisement avec cette crise géostratégique mondiale qui pourrait retrouver un peu un environnement, un climat apaisé, à ce que là le pouvoir algérien se dise il faut faire attention aussi à ne pas perdre tout le monde. Politiquement, c'est vrai que avec votre expérience, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le pouvoir algérien a réellement une stratégie entre les mains pour ménager tout ça et garder tout ça en intérêt à son pays, c'est-à-dire à l'Algérie? Oui, je pense que l'Algérie, sa position avec ce qui se passe en Ukraine, entre l'Occident et la Russie, ça a été toujours un pays non aligné. Et eux-mêmes le disent, on n'intervient pas dans les affaires des autres États et des autres pays, mais sur la question militaire, l'Algérie dépend. C'est comme par exemple maintenant l'Italie dépend du gaz algérien. L'Algérie dépend de l'armement russe et comme son armée pratiquement à 90% elle est russe, elle a besoin d'avoir une confiance avec les Russes sur ces questions. Elle ne veut pas effectivement intervenir dans les affaires internes de l'Ukraine ou des Russes, mais elle ne veut pas aussi être partie prenante avec les Occidentaux dans cette affaire, comme pas mal d'autres pays. Mais le fait justement qu'elle se mouille pas, je rappelle qu'elle a été rappelée à l'ordre par des eurodéputés, mais aussi par des députés américains, entre autres par l'ONU. Le fait qu'elle se mouille pas, c'est stratégique ou c'est parce que elle arrive peut-être pas à trouver de solution? Il y a certains pays qui se sont positionnés, comme certains pays en Occident, en Europe, qui se sont réellement positionnés en faveur de l'Ukraine, en faveur de l'OTAN, mais qui tout de même politiquement arrivent à travailler, à garder des rapports avec la Russie, parce qu'il ne faut pas non plus tout perdre. Pourquoi est-ce que l'Algérie justement ne se mouille pas et ne s'est pas alignée sur les résolutions de l'ONU par exemple, sur ce conflit avec l'Ukraine? Parce que je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est une des stratégies du régime algérien, c'est qu'il n'est ni avec l'un ni avec l'autre, mais il a besoin de l'armement russe. Maintenant, si les Américains ou des sénateurs veulent que l'Algérie n'achète pas de l'armement russe, ils n'ont qu'à livrer aux Algériens les F-16. Et les Américains ne vont pas livrer un armement sophistiqué à l'armée algérienne. C'est ça le problème de l'Occident. L'Occident, souvent, ils disent, certains députés, ils disent aux sénateurs, ils sont contre l'achat d'armement chez les Russes pour boycotter la Russie, mais l'Algérie a aussi ses intérêts stratégiques, et ses intérêts stratégiques actuellement au niveau militaire, c'est avec la Russie. Il n'y a pas d'autre solution pour le pouvoir algérien, pour le régime algérien, que de ramener son armement de la Russie ou les Chinois. Donc, que les Occidentaux demandent aux Algériens de ne pas acheter de l'armement russe, il faut que les Occidentaux donnent, par exemple, de l'armement le plus sophistiqué qu'ils donnent, par exemple, au Maroc ou ailleurs, au régime algérien. Mais c'est ça le problème qui se pose. Quand on peut effectivement dire que l'Algérie ne veut pas prendre position, l'Algérie, effectivement, je pense que l'Algérie ne veut pas prendre position parce qu'elle sait très bien que c'est très difficile de contredire ou de contredire la politique américaine ou occidentale, mais de notre point de vue, ils ont des intérêts stratégiques avec les Russes. Et ça, ils ne peuvent pas le passer comme ça sans prendre les mesures nécessaires pour garder cette confiance entre le régime russe et le régime algérien.
Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ces quelques analyses. Habib Souadia, donc écrivain, ex-officier de l'ANP. Est-ce que Badreddine Guelfa était avec nous pour les dernières petites minutes? Oui. Voilà, on a aussi Adel Djebbar. Il nous reste trois petites minutes. Badreddine Guelfa, même question que je posais tout à l'heure en 2 minutes, mais il faudrait encore une fois toute une soirée pour ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression et on se pose cette question en termes de stratégie, de faiblesse, de rationalité, de cohérence, de projet diplomatique, de réelle diplomatie en Algérie? Pourquoi peut-être cette fragilité ou peut-être cet échec? Alors c'est peut-être pas le mot, peut-être il est un peu fort, mais pourquoi on en arrive là en Algérie aujourd'hui alors que c'est un pays qui a tout à gagner, qui a tous les moyens? Alors, est-ce que nous avons avec nous Badreddine Guelfa? Oui, je suis avec vous, c'est ce que je disais tout à l'heure. La situation intérieure du pays ne nous permet pas d'avancer les relations internationales. Alors malheureusement, on a des problèmes de son et de connexion. Si Badreddine, on essaiera la prochaine fois de revenir sur ce sujet avec vous. Merci d'avoir été avec nous. Adel Djebbar, 30 secondes, le mot de la fin avec vous. Le mot de la fin, c'est 17 milliards de dollars ne sont pas faits pour répondre à des besoins cruciaux, ni de l'armée algérienne, ni du peuple algérien. Une bonne partie ira en commission. Si c'était une armée avec un pouvoir, avec l'Assemblée nationale, on va débattre de tous ces budgets, on va voir l'affectation de ces crédits-là. Pourquoi nous allons acheter ceci et cela? Du temps où moi j'étais dans le service militaire en 1975, l'armée, le ministère de la Défense avait créé une direction spéciale qui s'appelait la direction de la fabrication militaire. Il y avait des milliers d'universitaires qui se sont engagés pour développer une industrie de l'armement. 50 ans après, on ne fabrique même pas une cartouche. Donc on cesse de nous dire, l'Occident va nous vendre 17 milliards, on peut développer une industrie militaire de Merci. Technologique. Ce n'est malheureusement pas dans l'agenda des généraux. Merci. Corrompus qui merci, cher, ce pays-là. Merci, cher Adel Djebbar. Merci, Badreddine Guelfa. Merci, Habib Souadia. Merci à l'équipe en régie. Le programme continue. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Prenez soin de vous.